Soucieux du moindre détail, il scrute tous les dossiers. Pour lui, l'actualité n'a aucun secret. Alexandre Dubé. La guerre entre Israël et le Hamas entre dans son 7e mois maintenant. Et parallèlement à tout ça, on attend la réplique de Téhéran une semaine après cet attentat ciblé contre des généraux iraniens à Damas. On en parle avec Stéphane Bureau. Salut Stéphane. Bonjour, mon petit lapin. Oui, de retour. Maintenant que Pâques est fini. Ah oui. T'es de retour dans ton décor habituel. Je suis de retour dans ma tanière habituelle à Paris avec, ma foi, presque un petit bout de ciel bleu, ce qui est exceptionnel. Je sais pas ce que ça annonce. J'espère enfin le printemps. Parce que se faire à l'idée de vivre à Paris, c'est se faire à l'idée de vivre sous des cieux gris pendant de nombreux mois. Et c'était un peu chagrin, mais là, il y a de l'espoir. C'est peut-être le fait qu'on reprenne ensemble nos conversations du matin. C'est sûr, c'est ça. Je sais pas si tu étais, toi, curieux de voir comment l'Iran allait réagir à l'attaque de la semaine dernière, attaque ciblée, parce que, évidemment, les Iraniens ne peuvent pas rester les bras croisés, indifférents, comme si de rien n'était. Officiellement, les Israéliens n'ont pas frappé l'ambassade iranienne à Damas lundi dernier, le 1er avril, parce qu'ils n'ont pas reconnu officiellement qu'ils étaient derrière cette opération ciblée pour tuer un général très précisément, un général iranien, mais qui au passage aura tué plusieurs autres personnes. On sait évidemment que les Israéliens sont derrière tout ça. C'est pas la première fois qu'il y a une guerre de l'ombre qui se fait entre les Iraniens et les Israéliens. C'est arrivé aussi entre les Américains et les Iraniens, quand M. Trump avait donné le feu vert à l'exécution du général Soleimani, qui fricotait beaucoup avec le Hezbollah, qui était un peu celui qui, à l'extérieur de l'Iran, menait ce qu'on appelle l'axe de la résistance. Et ça avait évidemment choqué très profondément les Iraniens, qui avaient trouvé une réponse appropriée, calibrée. Et c'est la question qu'on doit se poser aujourd'hui, en début de semaine, parce que les Iraniens ont promis que cette attaque sur leur ambassade ne resterait pas impunie, on peut le comprendre. D'abord parce que, à l'interne, Oh, Stéphane, malheureusement, le son vient de nous lâcher. On va tenter de rafistoler tout ça. Parce qu'effectivement, oui, c'est important de voir un peu l'effet. Sous quelle forme prendra cette réponse-là? Je fais une petite parenthèse pour revenir sur les 6 mois de ce conflit, qui a commencé, souvenons-nous, le 7 octobre, lorsque le Hamas a attaqué une attaque surprise contre Israël. Ce jour-là, 1200 morts, et les choses par la suite sont entrés dans un engrenage très dangereux avec je voyais le bilan, Stéphane, je pense qu'on a rétabli la communication ensemble. On est à quoi? Plus de 33 000 morts dans la bande de Gaza. Ça a été annoncé aussi en fin de semaine. Et là, ça nous amène effectivement à ce geste-là qui a été commis. Et là, oui, là aussi, il y a une espèce d'effet domino où on attend un peu la réplique, sous quelle forme elle prendra. Puis est-ce qu'on va assister encore une fois à une escalade, là? d'abord, merci et bravo pour l'opération maintien du lien de communication entre la France et le Canada. Voilà. Je ne sais pas où on s'est arrêté, où on a été interrompu, mais j'étais en train de dire évidemment qu'il y a un enjeu pour les Iraniens d'abord, c'est un enjeu de crédibilité pour le pouvoir face à, je dirais, ceux qui autour en Iran les regardent. Ce que j'allais dire, c'est un vilain jeu de mots, mais ils se laisseront pas faire la barbe, ils se laisseront pas barber par les Israéliens dans les circonstances, parce que l'autorité et la crédibilité du régime dépendent de ce qu'ils seront capables de faire. Il y a des précédents. Je te parlais du général Soleimani qui a été exécuté, tué par les Américains. Ça aurait pu engendrer une espèce de dérape. Or, on s'est retrouvé dans un environnement stratégique. Quand je dis un environnement stratégique, c'est-à-dire une série de calculs où les Iraniens ont dit on ne peut pas rester à ne rien faire, mais on ne veut pas une escalade du conflit. Alors, il y a presque eu une entente en coulisses entre les Américains et les Iraniens, c'est ce qu'on comprend aujourd'hui, où les Iraniens ont dit on va bombarder une base américaine en Irak où on sait qu'il y a des soldats, mais vous allez le savoir un peu à l'avance, comme ça, peut-être qu'on va éviter des morts, et de fait, il y a eu des morts, mais aucun militaire américain, et ça devenait comme la réponse à cette exécution télécommandée par les Américains. C'est arrivé aussi dans le passé quand il y avait eu un attentat contre le consulat ou un consulat iranien en Afghanistan, puis qu'il y avait eu
en Iran, une volonté d'intervenir, d'aller directement au front et peut-être d'intervenir en Iran. Puis finalement, l'ayatollah Khamenei, qui est le grand patron, avait convaincu ses troupes qu'il fallait agir avec plus de modération, parce que la vraie question, c'est est-ce que les Iraniens, tout puissants qu'ils soient, parce qu'ils sont puissants, est-ce qu'ils ont les moyens de livrer une guerre ouverte en ce moment contre Israël et par extension contre les États-Unis, parce que c'est toujours ça aussi ce qui se cache derrière Israël. Et il y a à Washington, chez les néoconservateurs, un certain nombre de personnes qui attendent et cherchent le prétexte pour peut-être un conflit ouvert avec l'Iran. Je suis pas certain que ça mènerait aux objectifs annoncés ou qui seraient annoncés, parce que à ce jour, toutes les campagnes militaires américaines dans la région n'ont pas été des succès, on l'a plus d'une fois souligné. Mais néanmoins, il y a, je dirais, une forte pression pour en découdre avec l'Iran. Et d'ailleurs, on peut se poser la question, est-ce que M. Netanyahou, en éliminant un ennemi pour les Israéliens, à la personne du général qui est mort, est-ce qu'il ne crée pas aussi un deuxième front? La possibilité peut-être, tu parlais de Gaza, de créer de la pression ailleurs et de détourner l'attention s'il fallait que les Iraniens décident d'attaquer directement, d'avoir une riposte qui serait, disons, mal calibrée, mais c'est à eux de décider ce qu'est le bon calibrage, mais mal calibrée de notre point de vue. Est-ce que ça pourrait, pour M. Netanyahou, lui donner une espèce d'espace où, au nom du risque d'une guerre avec l'Iran, on oublierait ce qui se passe à Gaza? C'est toutes sortes de calculs, et je pense que cette semaine, ou dans les prochains jours, les Iraniens doivent se délecter de la pression sentie, parce qu'en ce moment, ils ont dit, on va riposter. Aucune de vos ambassades, dit-il aux Israéliens, n'est à l'abri. En fin de semaine, on pensait que quelque chose se passerait peut-être. D'ailleurs, je pense que tous les réservistes de l'armée israélienne ont été rappelés. On a fait bien gaffe d'être prêts. Mais en ce moment, disons que les Iraniens ont l'initiative et choisiront le meilleur moment, celui qu'ils estiment être approprié pour frapper. Mais dans le contexte, rappelons-nous que ça sera nécessairement proportionnel, parce que je demeure convaincu que les Iraniens ne sont pas prêts à l'idée d'une guerre ouverte avec Israël et par extension avec les États-Unis, mais il y aura une riposte où c'est probablement la question des prochains jours. Alors nous serons vigilants cette semaine. Bien, donc, il y a la situation de cette ambassade iranienne à Damas, mais il y a une autre situation aussi, Stéphane, où l'Équateur s'est permis de franchir aussi une ligne. Intéressant que tu fasses le lien. En tout cas, moi, je l'ai fait depuis quelques jours. Alors, c'est certainement pas un lien direct de cause à effet, mais néanmoins. Parce que quand on viole la souveraineté d'un pays, comme l'ont fait les Israéliens en attaquant la section consulaire de l'ambassade, mais on est en territoire sanctuarisé, théoriquement en fonction du traité de Vienne, qui a été signé au début des années 60. C'est pas nécessairement du sol souverain. T'sais, quand tu es dans l'ambassade canadienne, mettons à Moscou, t'es pas exactement un territoire canadien, mais c'est un territoire inviolable. Pour des bonnes raisons, on veut que les diplomates partout dans le monde puissent travailler en étant détendus, en sachant qu'il y a un sanctuaire, un espace où ils seront en sécurité. Et c'est mutatis mutandis, respecté toujours scrupuleusement, parce qu'à partir du moment où tu te mets à jouer là-dedans, c'est des dominos qui peuvent avoir de sérieuses conséquences. Donc, à peine quelques jours après cette attaque de la souveraineté ou sur la souveraineté iranienne par les Israéliens à Damas, l'Équateur intervient, j'allais dire militairement, mais presque, fait intervenir ses forces policières à l'ambassade du Mexique à Quito, capitale de l'Équateur, où s'était réfugié un ancien vice-président équatorien, et les Mexicains avaient dit oui, on va le protéger, on va lui donner l'asile et par extension peut-être l'accepter chez nous en lui donnant l'asile politique. Or, les Équatoriens ont perdu patience, ils ont dit il n'y en a pas question, on n'attend pas, on rentre, et on est rentré d'ailleurs de façon assez musclée. Immédiatement, le Mexique a rompu ses relations diplomatiques avec l'Équateur, le Nicaragua l'a fait, sachant aussi que le Nicaragua, je pense, a dans une de ses ambassades au Panama quelqu'un qui est venu se réfugier et qui dit au passage aux Panaméens attention avant de venir le cueillir dans notre ambassade. Il y a des précédents qui ont été franchis récemment et nous, on est prêt à rompre toute forme de relation diplomatique avec un pays qui ne respecterait pas notre souveraineté. Donc déjà, il y a une espèce d'effet domino et ça met en lumière aussi, ça m'intéresse beaucoup, puis je pense qu'on devrait y revenir, ce qui se passe en Équateur, un pays qui était considéré, je ne sais pas si tu as des souvenirs de ça, mais il y a 3, 4, 5 ans, si tu étais un jeune retraité dynamique qui voulait aller vivre au soleil, plutôt que d'aller en Floride,
tu te déplaçais en Équateur qui, pour le système de santé, pour la sécurité et pour le coût de la vie, était considéré comme l'équation imbattable. Quito, d'ailleurs, qui faisait de l'œil à peu près à tous ces expatriés qui venaient avec leurs dollars canadiens, américains, euros. C'est la destination de rêve. Et en 4 ans, c'est une descente aux enfers. Ça pourrait ressembler à ce que les Libanais ont connu à une époque pas si lointaine. Alors, on pourrait dire Haïti, mais à répétition depuis 20 ans. Et là, soudainement, ce pays qui est logé entre la Colombie et le Pérou, comme par hasard 2 énormes producteurs de cocaïne, voit sa situation sécuritaire partir en vrille. Les statistiques sont totalement affolantes et dit à quel point, dans un pays que l'on pense stable, les choses peuvent changer radicalement en quelques mois, quelques années. En 2019, il y avait, encore une fois, je fais attention sur ma statistique, là, mais c'est à peu près de mémoire ce que je retiens, 6,9 meurtres par 100 000 habitants. On est en 2023 à 44 meurtres par 100 000 habitants. C'est un des scores les moins flatteurs de l'Amérique du Sud. Ça ressemble étrangement à ce qui se passe au Mexique. Et c'est un cas de figure où les cartels de la drogue ont en partie pris le contrôle du pays, de l'appareil judiciaire, des prisons, et ça s'est fait comme ça. On a eu là-dessus une conversation aussi il y a quelques semaines, quand en France, on disait on assiste à la mexicanisation de certaines zones, en particulier dans le sud de la France, à Marseille. Le ministre de l'Économie, et nous y reviendrons, Bruno Le Maire, qui témoignait sous serment au Sénat, disait il y a aujourd'hui des groupes criminalisés qui sont aussi puissants, sinon davantage, que des États souverains. Ah non, Très c'est inquiétant. quand même fort. Ben oui, c'est inquiétant, mais tu sais, même Stéphane, on a vu ça aussi au Québec, là, dans la guerre des stupéfiants dans la région de la capitale nationale. Il y avait des pratiques dignes Récemment? de cartels mexicains, des séances de torture filmées où on découpe des oreilles avec un X-Acto, puis on filme ça pour faire peur, ou en tout cas pour intimider les Hells, les adversaires. C'est quand même assez incroyable. Et intimider la société civile aussi, parce que Ben tu oui. parles peut-être aux Hells, mais tu dis à tout le monde, attention, si on s'intéresse à vous, vous allez passer un mauvais quart d'heure. Parce que dans nos sociétés, c'est l'état de droit qui fait foi de tout. À partir du moment où tu te mets à douter de la capacité de l'état de droit à imposer la loi, tout est perdu et c'est un peu ce qui se passe en ce moment en Équateur, qui depuis longtemps arrive au Mexique et dans plusieurs autres pays. C'est une espèce de gangrénisation de ce que nous tenons pour acquis, c'est-à-dire d'abord notre sécurité, que les juges le sont, que la justice est intègre et c'est très rapide. Et les choses peuvent radicalement changer. Ben oui, puis tu sais, Stéphane, il y a ce sentiment de sécurité aussi, qui me semble, en tout cas, on a de moins en moins dans plusieurs grandes villes où on pouvait se promener en toute liberté, où on n'avait pas besoin constamment de regarder par-dessus notre épaule. Je sais pas la dernière fois que tu as pris le métro de Montréal, là, mais quand tu vas revenir, tu vas faire le saut, mon ami. Non, je ferai pas le saut parce que je prends les transports en commun ici à Paris tous les jours de ma vie et je le fais. J'ai ma carte puce à Montréal quand je suis à Montréal. J'ai pris le métro, j'ai pris le bus en janvier dernier. Vois-tu la même Et je ne détresse ferai à pas le Paris? saut. C'est plus marqué encore, et si tu veux, Oui. on peut s'en parler demain, parce que je trouve que c'est un vrai sujet, parce que c'est à partir du moment où on accepte de laisser aller qu'on décide justement que des zones qui devraient être sanctuarisées, le transport public, surtout dans un contexte où on veut être environnementalement correct, le transport public devrait être une espèce de snobisme. On devrait dire, hey, c'est non seulement la chose à faire, c'est efficace, c'est cool, t'es en sécurité et t'arrives plus rapidement que l'automobiliste à destination. Or, aujourd'hui, je crois que c'est vrai à Montréal, mais c'est vrai un peu partout. À New York, on a déployé l'armée américaine. Ben oui. On viendra sur la question du métro. Une administration démocrate, la gouverneure démocrate de l'État de New York a déployé les militaires dans le métro. C'est un échec total. Si tu as besoin de mettre des militaires dans tes métros, c'est qu'il y a quelque chose de complètement fucké. Il y a de quoi de fucké au royaume du transport en commun. Et c'est un indicateur, c'est peut-être le canari dans le tunnel du métro qui te dit, là, est-ce qu'on est en train d'échapper quelque chose? Entièrement d'accord avec toi. Alors, parfait. On reprend la discussion dans un prochain épisode là-dessus. Salut Stéphane. À demain.